Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Édouard Bernadou. Comment vas-tu, Édouard? Salut Anthony, ça va très bien, je te remercie. Mais je t'en prie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci à Christophe de nous avoir mis en contact. Oui, en relation, ouais. Ça fait quelques semaines qu'on parle de faire quelque chose. Ça fait bien un mois et demi. Ouais, écoute, ça se met en place, voilà. Les choses se font. Mais merci à toi. Et peux-tu nous parler de ton parcours, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu as fait beaucoup de choses. Oh, eh bien, j'ai eu une carrière et que je continue encore en boxe pied-point. Euh, donc j'ai pratiqué plusieurs disciplines autour de la boxe pied-point, donc Muay Thai, kickboxing, full contact, K1. J'ai fait un petit peu de pancrace, j'ai fait de la boxe anglaise. Et en essayant d'aller au plus haut niveau, évidemment. Et puis voilà, donc en fait, ce parcours a été jumelé à un parcours personnel et professionnel, puisque je suis coach. Et donc j'ai passé divers diplômes et j'entraîne aujourd'hui sur diverses pratiques pour se sentir mieux, le bien-être ou être performant via les sports de combat, mais aussi d'autres sports en préparation physique, en préparation mentale, en nutrition, en hygiène de vie. Voilà, donc c'est vrai que c'est un univers, moi, que j'essaie de partager avec une expérience riche au niveau de mes combats, de tout ce que le haut niveau peut nous apprendre par rapport à la connaissance de soi, la connaissance des autres, les valeurs au travers de nos disciplines pratiquées, qui sont véhiculées par ces disciplines et les diverses personnes que l'on rencontre, etc. D'accord. Et tu es aussi hypnothérapeute. Ouais, donc préparateur mental, hypnothérapeute, coach en nutrition, prépa physique. L'idée, c'est d'accompagner les personnes, que ce soit les personnes normales, enfin, qui ne sont pas forcément sportives, au contraire, leur donner envie de prendre soin d'elles, tout simplement, par l'activité physique et sportive. Mentalement, ben, de pouvoir d'avoir du pouvoir, c'est ce que je l'appelle comme ça, c'est de dire, voilà, j'ai un objectif, je veux y arriver, comment faire? Donc, il y a la notion de préparation mentale, la notion de mindset, euh, et puis voilà, de partager mes connaissances, mes apprentissages aussi avec les personnes. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de ton palmarès? Alors, j'ai 7 titres mondiaux, 4 je crois en full contact, 2 en kickboxing, 1 en Muay Thai, et donc j'ai d'autres évidemment titres européens et nationaux. J'ai fait, je crois, 130 combats pour 100 victoires à peu près. Donc amateur et professionnel, ou en tout cas le format protégé et non protégé, quoi. D'accord. Et là, tu vas recombattre fin mars. Voilà, le prochain combat c'est fin mars dans la région toulousaine. Puis après j'ai d'autres dates prévues en juin. Voilà, j'ai réussi à relancer un petit peu, bon, suite aussi à l'arrêt des décisions gouvernementales liées au Covid, etc. Il y a pas mal d'événements qui sont en route. Et de moi-même, ben, je suis descendu de catégorie, j'ai boxé on va dire, 69, 70 kilos à 75 kilos toute ma carrière. Et là, j'ai décidé de descendre à 67, donc pour avoir plus d'opportunités, plus d'oppositions possibles, et puis moi, de me donner des nouveaux challenges. Donc j'ai des dates qui se calent à ce poids-là. D'accord. Et tu as quel âge aujourd'hui? 35 ans. 35, d'accord. Et c'est pas un peu compliqué d'être coach et combattant en même temps? Il y a des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que bon, mais les avantages, c'est de s'auto-coacher. Voilà. D'avoir des clés au niveau nutritionnel, hygiène de vie, préparation mentale, physique, pour pouvoir avoir un gros bagage, un fond qui nous permette d'être prêts et d'avoir une préparation physique générale dès qu'on nous appelle pour nous proposer une compétition ou quoi, et de pouvoir peaufiner, travailler un spécifique derrière, justement entouré de certaines personnes. Je suis à l'heure actuelle licencié au club de Montpellier, le Dynamite Center. Et donc j'y retrouve des amis qui me drivent un petit peu aussi pour les combats parce qu'on n'est jamais seul. Donc voilà. Et les inconvénients, c'est que voilà, en étant coach et puis tout simplement en ayant un métier à côté, bon, on est moins à fond sur la pratique et le haut niveau.
L'idéal pour un combattant ou pour un sportif de haut niveau, c'est d'avoir tout ce qui est management, programme d'entraînement nutritionnel et suivi qui soit fait par quelqu'un d'autre et être juste dans le mode soldat à appliquer ce qu'on nous dit et s'y concentrer à fond finalement. Que là, moi, c'est moi-même qui me programme mes choses, je suis 90% du temps tout seul pour faire mes fractionnés devant mon assiette ou dans le fait de trouver des compétitions et de gérer mon propre management pour avoir des combats et des opportunités tout simplement. D'accord. Tu as créé un concept qui s'appelle Fight and Form. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? En fait, pour reprendre un petit peu au départ, j'ai une passion qui est la musculation à l'adolescence en fait. J'étais très passionné, je le suis encore par la musculation, par le culte du corps, la connaissance de soi, par l'effort via la musculation, la construction d'un corps, d'un physique. Et en fait, j'ai été aussi également du coup attiré par tout ce qui pouvait m'aider à réaliser cela via l'alimentation et du coup la supplémentation. Donc en fait, j'ai fait des études dans la vente et dans le sport, mais à la base dans la vente, et j'ai conjoint un petit peu mes études, mon cursus scolaire et universitaire à ma première passion, et j'ai monté un magasin qui a tenu pendant 7 ans et que j'ai décidé après tout simplement de faire évoluer. Magasin de compléments alimentaires avec studio de coaching à l'arrière, en boutique en fait. Donc je faisais les deux activités en même temps, je propose également des stages, et ce que je fais encore aujourd'hui. Et je partageais ma passion finalement de la nutrition, du combat, du coaching, du one-to-one, du fait d'encadrer une personne de A à Z, déjà dans l'alimentation et déjà dans les programmes physiques, plus tout ce qui est au niveau mental, mindset, de pouvoir finalement pas juste être là à donner des conseils alimentaires et débrouille-toi si tu y arrives, ou alors sur le combat, mais il y a la notion de gestion du poids, la gestion de l'énergie, ou seulement sur le mental, et finalement il faut aussi être connecté au corps. Je trouve que c'est un ensemble, donc j'ai créé Fight and Form pour pour être en forme, pour combattre cette notion de combat dans la vie qui est importante, je trouve, en tout cas notre capacité à lutter. Et voilà, ça me permettait d'avoir une boutique, quoi, un endroit où on pouvait me voir, me retrouver, et où je pouvais donner accès, donner envie à mes passions et à ce que ça pouvait apporter aux gens. Aujourd'hui, je l'ai fait évoluer. J'ai notre logo entre guillemets, d'autres activités qui sont toujours liées à ce concept finalement. De stages, d'immersion, etc. Et où on touche aussi au développement personnel, à l'hypnose, aux états modifiés de conscience, en fait, à la capacité que l'on a de pouvoir gérer son énergie, d'être, si tu veux, par exemple, il y a des gens qui ont du mal à se détendre, à se relaxer, qui ont un profil plutôt dynamique, actif, un peu trop surstimulé. Et donc, moi, j'amène le fait de pouvoir aider les gens à se poser un petit peu, alors par le fait de se défouler sur l'activité, boxe forcément, mais également à intérioriser les émotions, voilà. Donc, c'est toute cette approche et aussi le pourquoi, et d'où le développement personnel, qui je suis, où je vais, pourquoi je fais ça, pourquoi je réagis à ça comme ça, pourquoi j'ai tel objectif dans la vie, quelle est ma mission. Voilà. Et donc, c'est cette partie-là au travers de Edouard Bernadou Coaching, que j'essaie, ma marque personnelle, de véhiculer et d'aider les personnes et d'encadrer les personnes. Voilà. Donc, c'est vrai que comme Fight and Form, c'est quelque chose d'assez fight, dynamique, le côté plus sport. Aujourd'hui, je me pose un peu plus sur la conscience et sur le fait de mentaliser les choses. Et aujourd'hui, donc, tu n'as plus de club. Tu donnes que des cours privés, des stages ou... En fait, j'ai eu donc cet endroit où où je pouvais retrouver les gens pendant 7 ans. Bon, il y a eu le Covid et du coup, je devais ouvrir un espace plus grand pour faire des cours un peu plus collectifs ou en tout cas un small group. Mais ça s'est pas fait à cause de ça. Et aujourd'hui, j'interviens en visio chez les gens. Je fais des stages et des camps d'entraînement à l'étranger. J'interviens dans les clubs évidemment depuis un moment.
au niveau technique et puis au niveau aussi également de la partie mentale, nutrition, etc. Il y a beaucoup de demandes par rapport à ça et je trouve que c'est important de pouvoir le partager. Disons que j'interviens en tant que boxeur et en tant que coach aussi et ce n'est pas une reconversion d'être coach, pour moi c'est un métier et que j'ai démarré en même temps que d'être boxeur finalement, quasiment. Donc en fait, je suis souvent en recherche de locaux pour pouvoir peut-être monter, si tu veux, un endroit où on peut faire des cours collectifs. Mais grosso modo, je travaille beaucoup voilà, en distanciel et je vais à la rencontre des gens quand on m'appelle. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est principalement ces deux façons de travailler là qui me conviennent et qui me permettent d'accompagner au mieux les gens en étant flexible, adaptable. Voilà. D'accord. Et tu cherches un local dans quelle zone, dans quelle ville? Oh, ben là, sur Montauban, ça fait plusieurs années que je suis toujours à l'affût de voir ce qui peut se faire. Mais bon, voilà, à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément voilà, le mieux pour tout simplement essayer de proposer quelque chose de qualitatif parce que ben, les loyers augmentent, parce que les charges sont là, sont importantes et ça demande beaucoup de, comment dire, d'investissement. Aujourd'hui, je suis encore dans la formation et je le serai, je pense, toujours. Hein. Je réalise des formations de manière régulière et je suis encore en activité sportive. Donc voilà, j'avais le conflit quand j'étais en boutique de faire plusieurs boulots à la fois et de devoir m'entraîner dur à côté. Et c'était pas évident. Donc je veux pas forcément retourner dans ce travers tout de suite. Essayer d'optimiser mon énergie tout simplement pour encore essayer d'être performant sur le ring, quoi. Voilà. D'accord. Et toi, ta philosophie et ta vision des arts martiaux et des sports de combat, c'est quoi? Ben, la philosophie consiste à essayer de se connaître en fait via le sport, via l'effort, via ce qui se passe en fait à l'intérieur de toi quand tu pratiques, quand, quand tu es motivé par quelque chose tout simplement qui te donne une source d'énergie, une source de motivation. Ce qu'il y a derrière, c'est pourquoi on fait les choses, pour moi. Et c'est vrai que les arts martiaux, et en tout cas le combat, pour moi, qui fait beaucoup de sports, hein, style football, natation, etc., au-delà de la pratique sportive et de tous ses bienfaits, ça nous permet encore plus, je trouve, d'aller chercher en soi des réponses, des stimuli, euh, et parfois des interrogations aussi également. Enfin, c'est un continuum qui nous permet vraiment de nous découvrir parce que ça nous met en grande difficulté. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à quelqu'un qui s'est entraîné, il y a une notion de combat, de coup échanger, de difficulté à l'effort, parce qu'on fait un effort extrême, et évidemment on reçoit des coups qui font mal. Donc ça nous oblige quelque part, consciemment et inconsciemment, à faire des choix. Je sais pas, je donne un exemple, hein, l'exercice, comment dire, je fais un round qui est très difficile en face d'un adversaire. À tout moment, je peux décider plus ou moins de réagir au coup qu'on m'a donné, de mettre un genou au sol et ok, c'est bon, hein, ça va, ça suffit, je suis fatigué, quoi. Tu vois, cette notion de est-ce qu'on y va, est-ce qu'on continue, ou est-ce que je me bats dur comme fer pour essayer de remporter la victoire et d'aller au-delà de la fatigue, au-delà de mes doutes aussi, parce qu'il y a beaucoup de doutes, de stress, d'anxiété avant les compétitions, hein, comme tout le monde le gère différemment, mais celui qui n'a pas de stress et comment dire, qui ne doute pas avant de monter sur un ring par exemple, bon, c'est assez rare, hein, je pense, et c'est pas forcément positif. Je veux dire, voilà, d'ailleurs en préparation mentale, tu as le stress positif, le stress négatif, il doit pouvoir y avoir une source de stress qui peut être une source certes de motivation, mais voilà, tout cet équilibre finalement est très difficile à trouver. Ouais, donc c'est vraiment pour moi et évidemment dans le quotidien, parce que comme je dis souvent, on doit lutter déjà pour arriver à monter sur le ring. C'est le combat, il se fait avant, il se fait parce que on doit être en forme, hein, on a une check au niveau des certificats médicaux, déjà on doit réunir un ensemble de choses pour pouvoir monter. On doit s'entraîner dur
et être plus ou moins validé par un coach qui nous donne de l'énergie, du temps quand même. C'est pas un sport individuel. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui se pratique et qui nous permet d'évoluer collectivement. Même notre adversaire est un partenaire d'évolution positive, hein, si on souhaite que ça soit le cas d'ailleurs. Des arbitres autour, enfin tout l'écosystème finalement fait qu'on a besoin des autres aussi pour évoluer. Mais c'est sûr qu'on est livré à nous-mêmes au quotidien pour pouvoir arriver, voilà, à être en condition physique, pour se retrouver entre quatre cordes et ou dans une cage et être capable d'aller au bout, en fait, d'aller au bout du combat, du temps qui a été imparti pour cette confrontation-là. Et voilà, essayer de véhiculer des valeurs de respect, de combativité. Et voilà, finalement, je pense que le message derrière qu'il y a tout ça, il est important. Et souvent, justement, on a des a priori sur le sport de combat. Certains y voient une notion de violence, d'animosité ou autre. Et c'est vrai que moi, en tant que coach et en tant que boxeur, j'essaie de montrer autre chose, en fait. Et j'essaie de démocratiser, j'essaie de montrer qu'il y a autre chose. Et c'est vrai que généralement, ça passe bien. Et qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui ont toujours voulu faire pratiquer ces sports-là, à petit niveau, hein, je parle même pas de niveau, je parle simplement de découverte par rapport à soi, de ce que peut nous amener cette pratique. Et les personnes trouvent ça génial finalement. Et souvent, elles sont restées des années sans essayer parce qu'elles pensaient que ça ne leur conviendrait pas, que c'était pour les sauvages ou etc. Ou qu'elles ne pourraient tout simplement pas donner des coups. La notion de viser un visage, ou tout simplement de viser même un sac de frappe. Parce que voilà, par rapport au passif, par rapport à plein de choses, les gens voilà, ne s'autorisent pas. Et voilà, et je veux permettre, et par ce biais, et grâce à notre vidéo du jour aussi, à dire voilà, si vous avez eu envie d'essayer, si vous avez eu envie de tester les arts martiaux, les sports de combat, allez-y, plusieurs fois, faites-vous un avis, et évoluez en fonction de ça, et voyez ce que ça peut vous amener, pour vous sentir mieux tout simplement, et vous connaître. D'accord. Et tes camps d'entraînement sont ouverts à tout le monde ou seulement aux pratiquants de sport de combat? C'est ouvert à tout le monde, mais c'est vrai que forcément, généralement, c'est des petits groupes, 10, 12, 15, ça peut arriver moins. Évidemment, on peut faire des gros camps, mais l'idée, c'est de pouvoir connaître chacun, de voir quels sont les objectifs quand on arrive, en fait, pour qu'il y ait derrière un suivi. Et généralement, c'est les premières personnes du groupe qui vont lancer un peu la dynamique du camp. Si j'ai 3 combattants de petit niveau, 2 personnes qui font jamais de compète mais qui ont un bagage dans les arts martiaux et 3 autres personnes qui ont jamais fait de boxe, ça arrive et c'est ok. Je leur fais découvrir lors de ce camp-là. Ben, il va y avoir une dynamique. Alors, plutôt pour les personnes qui découvrent, parce que j'estime que ceux qui ont l'habitude peuvent s'adapter à ces personnes-là et les aider à faire découvrir ça. C'est ma plus grande mission. Mais effectivement, il va y avoir beaucoup d'exercices aussi qui physiquement vont être intenses pour les combattants et ceux qui sont venus là pour ça. Donc c'est vrai que j'adapte tout en fait dans ma façon de travailler. Et c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas meilleure façon de travailler que de faire du one-to-one ou d'avoir des mini-groupes. Voilà, alors ça paraît évident à tout le monde, mais n'empêche que voilà, avoir été dans des associations, faire des cours à 60, la sécurité n'est pas au rendez-vous, je trouve, j'estime, même si on fait avec, et ça a son charme. Enfin, je veux dire, voilà, on peut tourner avec X personnes, on peut apprendre de X personnes dans un cours où on est 60, on peut tourner avec 20 facilement dans la séance, et avoir un bagage énorme au niveau technique, au niveau sensation. Par contre, au niveau de l'encadrement, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que je travaille vraiment sur ce coaching, ce type de coaching. Et voilà, et dans les camps, c'est vrai qu'on retrouve en plus l'immersion, le fait de partager d'autres choses autour de la boxe, autour de la condition physique, autour de l'alimentation, autour de... Finalement, chacun a quelque chose à partager, et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est aller chercher ce que les gens ont à partager pour pouvoir communier un petit peu ensemble et faire que l'événement, finalement, crée un avant et un après camp, quoi. Voilà. D'accord. Et après, est-ce que tu as des objectifs et des ambitions personnelles pour le futur?
Ben, on pourrait voilà, détailler sur chaque on va dire, thématique. Au niveau de la carrière, c'est de continuer à boxer le plus longtemps possible, tant que je suis en forme, tant que j'estime ne pas faire le combat de trop, finalement. Euh, Au niveau du coaching, tout ça, ben, c'est de pouvoir accompagner le maximum de personnes à, voilà, à se sentir mieux, à réaliser leurs objectifs. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs aussi ben, qui se lancent ou alors qui rencontrent un petit peu des fois un seuil et pour essayer de passer ben, au-delà et de pouvoir continuer à progresser, à développer le chiffre d'affaires, à aider à impacter plus de monde, etc. Et c'est ça en fait, c'est de pouvoir partager un maximum, d'avoir plus de visibilité, d'avoir plus d'impact auprès des personnes, tout en étant encore dans cette recherche personnelle et aussi pour pouvoir après le partager, de formation, de connaissance de soi, qui amène voilà, à toutes ces thématiques de bien-être, de compréhension, voilà, en fait, et le fait de croire en soi tout simplement et en ses rêves et ne pas avoir de limites, quoi. Et je trouve que quand on crée un égrégore comme ça, et qu'on s'entoure de pas mal de personnes qui pensent un petit peu comme nous, ça nous permet vraiment ben voilà, d'accéder à de belles choses et puis d'aider son prochain, tout simplement, de transmettre et de vivre des bons moments. Voilà, donc au niveau pro, c'est d'être totalement aligné avec mes valeurs, qui sont le partage, l'aide, le fait de croître au niveau de soi, du développement personnel. Et voilà, écoute, c'est de faire plein de projets, et pourquoi pas le cinéma, pourquoi pas, voilà, j'ai eu des occasions déjà, et voilà, tout simplement s'éclater dans ce qu'on fait en étant qui on est, quoi. D'accord. Après, est-ce que tu as un site internet et des réseaux sociaux? Ouais, ben alors on peut retrouver sur mon nom, Edouard Bernadou, Instagram, là, c'est là où je communique le plus, on va dire, au quotidien. Après, il y a Facebook, après j'ai LinkedIn, enfin la plupart des réseaux. Et j'ai un site internet qui est fightandform.fr à l'heure actuelle. Voilà, et puis on peut me contacter tout simplement. Voilà, tout simplement avoir une offre personnalisée si on le souhaite en fonction de ses objectifs. Voilà, après j'ai une chaîne YouTube mais qui est un peu pour montrer ma carrière, mes combats. Voilà. Pour te contacter pour toute demande de stage, de coaching ou d'information, c'est via ton site internet. C'est sur les réseaux, c'est le plus simple. Après, on peut retrouver mon numéro sur des recherches classiques sur le web pour me contacter tout simplement par téléphone. Ouais, ouais. Sinon par mail, voilà. D'accord. Et après, tu as fait beaucoup de combats. Tu as combattu où? Hormis en France. En fait, j'ai fait, et notamment mes premiers d'ailleurs, pas mal de combats à l'international. Bon, essentiellement au niveau européen. Après, j'ai eu l'occasion d'aller en Amérique du Sud, au Brésil, en Afrique. Mais voilà, je suis beaucoup resté en Europe en fait. D'accord. Et le combat qui t'a le plus marqué dans ta carrière, c'est lequel? C'est difficile de choisir, il y en a eu beaucoup. Et ça a été souvent lié à l'idée que je me faisais de mon adversaire, tu sais, la période, ton niveau de préparation, etc. Après, pour mon premier titre mondial en Muay Thai, j'ai eu une sorte c'était le début, déjà c'était le début, donc ça avait beaucoup de, comment dire, d'intensité en moi et pendant le combat. Et ça m'a montré que je devais continuer, que je devais croire en moi, voilà, que sur le papier, j'étais pas du tout favori entre guillemets et que j'ai trouvé les aptitudes et les solutions pour gagner. Donc c'est vrai, c'était un moment marquant. Ça a été, c'était pour j'avais 18 ans quoi. Et, euh, et voilà, je rencontrais un adversaire qui en avait le double, qui avait peut-être 10 fois plus de combats que moi. Moi, je devais avoir 6, 7, voilà quoi. Et ça m'a montré, et en fait, le parallèle avec tout le reste, tout ce qu'on a dans sa vie, en fait, sur d'autres choses, hein, finalement, dans les apprentissages, dans les expériences, c'est que tout est possible, il faut croire en soi, s'en donner les moyens, et que, voilà, les seules limites que l'on a, c'est celles qu'on se donne, entre guillemets.
mais que il faut pouvoir sauter dans le vide, quoi, et y aller, quoi. Hein, préparer les choses, mais voilà, se forcer aussi à aller chercher son destin, quoi. Donc ça a été très fort au niveau émotionnel, au niveau intensité par rapport à ça, quoi. Après, j'aimerais te parler de certaines choses. Il y a des abonnés sur YouTube et sur Instagram qui me posent parfois des questions. Bon, moi, j'y réponds pas parce que je ne suis pas spécialiste. Tu ne te sens pas légitime, hein, Voilà. peut-être. Où je peux donner mon avis, Ouais. mais c'est pas un avis figé, on va dire, et c'est Bien pas sûr. l'avis d'un professionnel. Et je peux dire en fonction de comment je pense et Ouais. de ce que j'ai pu observer, mais je donne pas un avis à prendre pour argent Bien sûr. comptant. Bien sûr. Donc on m'a demandé, par exemple, penses-tu que la musculation est indispensable en parallèle de la pratique des sports de combat? Alors moi, je vais répondre bien sûr, hein, c'est vrai que c'est ma grande passion, être physiquement prêt à une épreuve, quelle qu'elle soit, et c'est vrai que euh, la musculation, le fait d'entraîner la fibre musculaire, lui donner une information et un code quelque part, permet de développer les qualités de puissance, de force, de vitesse, euh, même d'élasticité. Donc derrière, en fait, ça va avoir un impact énorme sur les possibilités qu'on va avoir après en spécifique de développer l'activité. Donc après, c'est toujours pareil, il faut être accompagné de professionnels ou de personnes qui ont vraiment une expérience là-dessus. La musculation, ce n'est pas à confondre avec le bodybuilding. Voilà. Bien sûr, on doit adapter la musculation pour la discipline que l'on va pratiquer, mais surtout, il faut déjà enlever les croyances si on en a, comme quoi le muscle va être gênant, parce que développement musculaire peut faire penser à augmentation musculaire. L'idée là, je pense en tout cas pour être performant, c'est de faire des entraînements qui nous permettent, avec une masse musculaire limitée, d'avoir la plus grande réponse musculaire liée au gain finalement de l'entraînement. Voilà, et quelque part la congestion musculaire et quelque part le volume musculaire à un certain niveau, je parle d'augmentation musculaire, et gênant dans la pratique. Voilà. Alors après, ça peut protéger. Développer le muscle aussi peut protéger effectivement, hein, des coups. D'ailleurs, moi, ça a été une aide. Mais derrière, ça influence beaucoup aussi le profil de l'athlète et le profil de la boxe de l'athlète. Donc c'est vrai qu'il faut tout mettre en balance. Mais pour moi, c'est à adapter. C'est 100% oui à ta question, quoi. D'accord, donc de la musculation, oui, mais pas en mode bodybuilder, mais spécifique à la pratique en fait. Tu vas toujours rechercher en quoi ça va t'aider ou qu'est-ce que ça va pouvoir améliorer pour ta pratique. Et dans tous les sports, c'est pareil. Et donc, en fait, je dirais même, c'est préparation physique, BAM, cardio, muscu, etc. Ou mouvement polyarticulaire, peu importe, en fait, circuit. Il y a la notion de musculation, de muscler, voilà. Et donc, muscler le geste, adapté. Et donc, voilà, c'est vrai que ça dépend dans quel type de discussion on pourrait le placer. Mais grosso modo, voilà, il faut entraîner le corps pour l'activité, et la musculation est indispensable. Après, on m'a posé une autre question. Ouais. Est-ce que le port du casque lors des sparring à l'entraînement est indispensable? Alors pour moi, et à long terme, il est indispensable, même à court terme évidemment, parce que c'est la notion de sécurité, la notion aussi d'amortir les chocs et les séquelles. Voilà, donc pour moi c'est indispensable. Après, il y a un intérêt évident pour les débutants, on va dire, au-delà de l'aspect sécuritaire qui est vraiment le plus important, hein. Voilà. C'est que ils vont faire leur première compétition avec un casque. Si tu boxes jamais avec un casque à l'entraînement, quand on va te le mettre, tu vas être gêné, tu vas râler, tu vas souffler, ça va être une excuse si tu as perdu. Enfin bon, voilà. Donc en fait, il faut s'adapter, se mouler à l'activité dans le contexte où on va pratiquer l'activité le jour J. Si, je sais pas, j'ai une bêtise, on te donne une coquille énorme le jour J, ben, ça aurait été bien si tu aurais pu t'entraîner avec ta coquille énorme à l'entraînement, quoi. Voilà.
ou d'autres choses, un long short, enfin bon, bref, peu importe, tous les petits détails qui vont faire que tu vas être à l'aise, ça va pas être une source de stress, et que typiquement, ce qui est gênant, ce qui peut être gênant en sparring, si tu veux, c'est que si on fait une esquive, bon le casque il dépasse un peu, le cou nous touche un peu, on nous frôle alors qu'on l'aurait largement évité. Voilà, c'est ça qui est un peu gênant, c'est le fait qu'il bouge, c'est que. Donc c'est vrai que c'est gênant. Moi je sais que j'ai fait un peu les deux, hein. J'ai boxé beaucoup avec, je boxe avec encore plus aujourd'hui, mais j'ai eu des périodes où je le mettais moins, parce que ça allait, parce que peut-être je rencontrais des adversaires, ou en tout cas, pas des adversaires, mais en tout cas à la salle il y avait des partenaires d'entraînement plus légers que moi, donc peut-être que je faisais. Voilà, j'étais plutôt dans le côté pratique et inconscient de me dire que bon, c'était pas grave. Mais bon, voilà, les coups, ça marque. Et il faut absolument se protéger. Voilà. Après, D'accord. quand on est pro, on le met toujours, mais effectivement, pour être au plus proche des sensations, c'est mieux de choisir le casque, parce que mine de rien, ils sont pas tous pareils. On trouve des solutions après. Et effectivement, on peut faire des sparring légers peut-être, mais c'est pas sparring, du coup, des juste à la touche, où on l'enlève juste pour sentir un petit peu plus la fluidité des mouvements, mais il n'y a pas une notion d'impact. Quand les choses sont faites avec intelligence, on peut se débrouiller pour trouver des parades, entre guillemets, mais voilà, dès qu'on porte les coups, on se protège. D'accord. Merci. Eh ben, avec Et plaisir. en plus, ce que tu viens de me dire, ça rejoint. J'ai posé la même question ce matin à deux personnes que je connais. Un qui est dans le Muay Thai et l'autre qui est dans la boxe anglaise. Donc Freddy Lépine en Muay Thai et Jonathan Cotteret en boxe anglaise, et ils ont le même discours que le tien. Donc, Ouais, non, là, je pense que mais c'est vrai que c'est un débat. Est-ce que c'est une discussion intéressante et pertinente parce que c'est un débat à la salle qui consiste voilà, s'il y a un jeune qui demande parce que ça le gêne, parce qu'il n'a pas envie ou parce qu'il veut vraiment prendre les coups et voir où il en est, de pas le mettre, mais il faut être fort en étant prof pour dire non, tu le mets. Et aussi pour que tout le monde le mette et faire un exemple, quoi. Parce que si on commence à laisser faire les choses, bon ben, elles vont nous échapper, hein. En tant que coach, les boxeurs, ils vont pas leur mettre le casque, ou alors le frein financier, peut-être qu'il n'y a pas de casque à la salle, ou alors qu'ils n'ont pas acheté le leur. Bon, là, le message, il est clair. Vous êtes pratiquant, vous achetez l'équipement nécessaire. Il y a des casques qui sont plus simples à mettre que d'autres. Vous trouvez un équipement, vous essayez de mettre le budget pour vous préserver. Voilà. Là, il n'y a pas à concéder là-dessus, quoi. d'accord. Merci beaucoup. Après, Edouard, je voulais savoir, est-ce que tu as une technique favorite ou un enchaînement de techniques favoris? Mais après, issu du kickboxing, j'aime bien le low kick ou le middle kick aussi, mais voilà, le coup de pied circulaire en fait. Et généralement, j'aime l'amener après les points, tout simplement en finition d'un enchaînement point. Tu vas travailler au niveau haut du corps. Tu peux aller au foie aussi travailler plexus et foie au niveau du corps. Et tu vas finir en bas. Généralement, si tu mets 3-4 coups qui sont bloqués en haut, tu as plus de chances de placer le dernier. D'accord. Donc, tous ces enchaînements avec un départ bras arrière ou un départ bras avant pour finir en bas, voilà, me plaisent et j'ai souvent développé ce genre de technique pour mes combats et certaines compétitions où surtout, ça rentrait, si tu veux, dans le au niveau des juges, en fait, c'était bien vu ou c'était clair et visible d'avantager le boxeur, de bien noter le boxeur qui faisait ce genre de technique-là. Voilà. Après, est-ce que tu as une technique secrète? Alors, rien de secret entre guillemets, disons que la capacité à s'adapter, j'estime que c'est très important. Et suivant la période, on va dire, dans le type d'entraînement que je fais, dans une période, et aussi l'adversaire que je vais affronter, je peux avoir envie de faire, entre guillemets, des spéciales. Et ces spéciales-là, ça va être peut-être, si je regarde des vidéos de taekwondo, de faire un nouveau coup de pied, retourner, sauter, j'en sais rien. Ou alors si je regarde des vidéos de boxe anglaise, peut-être
de faire un coup large, voilà, que j'aurais pas fait avant et que je vais peut-être m'entraîner à faire sans, comment dire, sans attente. Parce que peut-être que je le placerai pas lors de ce combat-là, mais si je peux le rajouter dans mon panel technique parce que je l'aurais développé pour cette préparation-là, c'est déjà intéressant parce que peut-être je pourrais le sortir lors de notre combat. Donc c'est vraiment un peu au feeling, mes vidéos que je regarde, l'adversaire que je vais boxer, et aussi suivant mes qualités physiques du moment, est-ce que je suis plutôt explosif avec ma chaîne inférieure et que j'arrive à bien sauter, jumper, euh, pour faire un coup de pied par exemple, ou est-ce que j'ai des gros appuis au sol et que j'ai des grosses épaules et que je vais préférer faire un coup avec le haut du corps, quoi, par exemple. Voilà. D'accord. Après, est-ce que tu as des conseils à donner aux boxeurs pour améliorer leur rapidité? Alors pour la rapidité, ben, tu vas travailler sur des thèmes spécifiques d'enchaînement en boxe. Donc ça peut être généralement sur des rythmes courts avec une intention maximale de vitesse. Donc tu enlèves un petit peu la force pour privilégier la vitesse. Et un travail physique, musculaire, de musculation ou d'autres exercices pour développer la vitesse sur le geste spécifique. Type, si tu veux faire des coups de pied rapides, ben, tu vas travailler ta hanche en musculation avec des élastiques par exemple, avec des machines de musculation adaptées pour développer le psoas, la hanche, etc., les fessiers pour envoyer des coups rapides, tout en ayant l'intention sur ces machines-là aussi de faire des coups rapides, donc d'adapter le poids, etc. Voilà, après on rentre dans le détail, mais c'est ça l'idée, quoi. D'accord. Et après, est-ce que tu as des conseils pour améliorer ses esquives? Pour les esquives, pareil, on va devoir développer, entraîner un corps pour qu'il puisse se mouvoir rapidement. Pourquoi je dis ça? On pourrait se dire comment esquiver un coup, et donc on s'habitue à ce qu'un partenaire déclenche pour l'esquiver et être sur la bonne esquive, dans la bonne rapidité, etc. Mais moi je vois la chose un petit peu à l'envers, on va dire. Et en fait, c'est comment faire pour qu'un corps puisse déjà travailler à s'entraîner, à percevoir un coup, ou à l'esquiver, déjà en étant capable au niveau moteur et musculaire de le faire, et de le faire avec apparition de fatigue aussi. C'est-à-dire que dans la fatigue, tu réagis pas pareil. Donc si tu as un corps qui est déjà rapide, on va penser à Mike Tyson par exemple, qui était très explosif, très rapide pour sa catégorie. Les yeux fermés, déjà, il pouvait esquiver des coups. C'est juste qu'il part dans sa danse finalement d'esquive et qui va avoir plus de chances de réussir que celui qui n'y croit pas, que celui qui ne le travaille pas et qui n'a pas le corps déjà avec des super appuis et un super buste qui bouge, flexible, et puis capable aussi d'armer pour frapper derrière. Parce qu'il y a deux choses, il y a esquiver et remettre derrière. Profiter de l'esquive pour trouver la solution. Donc voilà, déjà pour moi c'est un travail physique. Et là on peut développer énormément là-dessus. Et après il y a un travail de perception. Tu travailles tes yeux, les muscles au niveau des yeux, tu travailles ta perception, le coup, ce qu'on appelle le coup d'œil, et tu travailles avec diverses personnes qui ont une boxe plutôt rapide et fluide. Tu vas en boxe anglaise, ou en tout cas faire des cours de boxe anglaise spécifiques pour pouvoir améliorer tes esquives au niveau du haut du corps. Et puis après, c'est vrai que si on est en Muay Thai, j'en ai pas parlé, pour esquiver des middle, il faut aller chercher la spécificité dans le club en question, dans le club qui propose tel type de technique, évidemment. Parce que si ton club il fait que du K1 ou que du full contact ou que sais-je, bon ben suivant ce que tu veux travailler, tu dois essayer d'aller chercher à t'immerger un peu plus dans la discipline qui pourra t'amener la faculté que tu recherches. Si tu vois ce que je veux dire, ou que tu auras cerné comme étant la discipline qui peut te permettre d'accentuer un petit peu plus certains gestes, en fait. Voilà. D'accord. Après, est-ce que tu as des conseils à donner aux combattants pour mieux gérer le stress et la douleur en combat? Une fois qu'ils ont été touchés et qu'ils ont mal, comment faire pour rester concentrés? Alors là, on est sur le stress de la difficulté des coups. L'anxiété générée peut-être dans le fait d'être mal, quoi. C'est compliqué, ça vient toucher, si tu veux, les motivations déjà pré-combat, les motivations qui te poussent à combattre.
Et donc, généralement, c'est à la fois personnel, c'est à la fois une question aussi d'entraînement, de résistance. C'est les doutes que tu as avant qui peuvent t'influencer. Si tu penses qu'il va te faire mal et qu'il te fait mal, au moment où il te fait mal, ben, tu accordes une importance énorme à la situation. Tu lui donnes du crédit, tu l'amplifies, et négativement pour le coup. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Mais bon, pour s'améliorer, être plus endurant, dans la capacité à supporter une douleur, bon, mais il y a effectivement la capacité à encaisser des coups déjà, et l'entraînement à encaisser à l'entraînement, plusieurs situations, plusieurs boxeurs différents, plusieurs gabarits, etc. Se répéter, là on est sur les techniques de préparation mentale, hein, la capacité à visualiser, se répéter pourquoi on le fait et quelle est l'importance que ça a pour nous au moment où on va être touché de continuer, d'aller au-delà. Et si on sait pourquoi on le fait et qu'on intègre et qu'on amplifie cette sensation, ces émotions, l'importance de pourquoi on le fait, ben ça va donner vraiment de la valeur, de l'intensité à ce moment positivement pour aller au-delà de la douleur et pouvoir contrebalancer l'issue d'un combat ou d'une situation. Et donc voilà, le côté, on va dire, vraiment perception, j'encaisse, donc j'encaisse mieux, je m'entraîne à encaisser, donc j'encaisse mieux, et pourquoi je fais les choses, et justement, je suis prêt à endurer tout. Donc le pourquoi. On rejoint au pourquoi, nos motivations intrinsèques, que ça soit pour nous ou pour le coach d'ailleurs. Hein. Si on le fait pas pour nous, est-ce que ça vaut le coup de tenir bon pour que le coach soit fier de nous? Enfin bon, peu importe là, je détaille, mais voilà, ça nous ramène à justement, et c'est ça que je trouve intéressant dans les sports de combat, c'est qu'au-delà de la violence de l'effort physique, de la difficulté, les sensations, les muscles qui se remplissent, l'incapacité que l'on peut pouvoir avoir pendant l'exercice, mais en plus il y a la notion de douleur et la notion de choix. Et j'en parlais tout à l'heure, c'est que tu as le choix indirectement d'arrêter ou de continuer quelque part. Tu as le choix, alors évidemment, c'est des moments importants où tout peut aller vite. Mais quelque part, ne pas agir, c'est quelque part abandonner aussi des fois. Donc, en fait, il faut essayer d'être à son maximum tout le temps, à son 100%, de croire en soi. Je suis touché, ouais, je sais pourquoi je suis là, je continue. Tu vois? Et puis voilà. Et après, des fois, bon, et ça, dans d'autres cas, il faut aussi savoir se préserver. Donc, à quel moment, ça, normalement, c'est le rôle du coach. Je dis une bêtise, moi. On revient dans le coin d'une blessure importante et on a peut-être une fracture, mais on ne sait pas, il n'y a pas de diagnostic. Et ben on va plus shooter avec la jambe qui est endommagée, forcément. Voilà. Ou comment faire, feinter, etc., trouver des solutions. C'est-à-dire que même dans ce laps de temps très court où tout va vite, on peut peut-être aussi prendre des décisions qui sont quand même, qui nous sauvegardent et qui nous permettent aussi quand même de concourir à l'objectif qui est donné, qui est la victoire. Voilà. Et donc là, c'est stratégie, capacité à s'adapter, le rôle du coin, etc. D'accord. Après, je voulais savoir, Edouard, comment conserver une bonne garde en combat? Alors ça dépend du type de garde qui correspond à la discipline que tu pratiques. Quelle est la meilleure garde et en fonction aussi du profil, la morphologie de ton athlète, quelle est la façon de se positionner qui lui permettra le plus de se protéger. Alors quand on parle de garde, c'est surtout la garde en haut. Bon évidemment les appuis aussi. Mais quelle est la garde? Je dis ça comme ça, c'est la garde qui est un peu universelle, hein, qui te permet de faire plein de choses, te protéger de diverses attaques et aussi de pouvoir répondre en attaquant. Parce qu'il y a un type de garde qui est la garde très fermée, par exemple, que moi j'aime beaucoup aussi, sauf qu'elle t'empêche des fois de rendre. Donc, je pense qu'il y a plusieurs stades dans l'évolution de l'apprentissage de la garde et de la garde qui convient à la personne aussi, à l'athlète. Au début, on monte ses gants, c'est fatigant, donc il y a la notion d'effort physique. Encore une fois, si on a un corps préparé physiquement, ben, on arrivera à mieux tenir sa garde, ce sera plus précis, on hésitera moins. Quelle est la meilleure garde qui me permet d'y voir? Alors, je parle vraiment de la garde avec les bras, là, parce que des fois on est gêné.
au niveau champ visuel, on se l'obstrue soi-même. Donc, est-ce que je baisse, mais du coup, j'ai plus ma garde, est-ce que je le monte, etc. Voilà, donc répondre aux problématiques physiques et de vision. Voilà, de vision et de réaction par rapport à ce que produit l'autre. Et moi, en tout cas, la garde universelle, c'est celle où on est un peu sur une garde d'anglaise, où on va avoir ce bras qui monte au niveau tempe et qui peut bouger un peu pour prendre la distance et revenir rapidement. Ce bras-là qui va protéger le foie, plexus, le corps bien collé et le menton, avec un yo-yo qui peut se faire ici pour protéger aussi au niveau en haut, au niveau de la tempe du côté droit, quand on est droitier évidemment, de l'autre côté c'est différent. Et après, la notion de mouvement du buste. Pour moi, elle est indispensable. Je parlais de Tyson tout à l'heure. Dans cette façon de mouvoir le buste, on raconte une histoire à l'adversaire qui va nous permettre d'avoir moins de coups déclenchés en face. Parce que si je bouge, si je suis mobile, j'annihile un petit peu déjà ses actions et ce qu'il souhaite faire, sa stratégie. Donc déjà, dans le fait de bouger, je peux accompagner, absorber ou aider à ne ce qui déclenche pas, en fait. Voilà. S'il déclenche pas, j'ai pas besoin d'être protégé quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ou de subir quelque part la force de ses coups. Et donc là, voilà. Après, ça va être vraiment ce jeu bras avant, d'être bien protégé. Et surtout, aussi dans mes attaques, de rester dans une garde qui me permette d'être protégé quand j'attaque, pour pas se faire contrer. Parce qu'il y a une garde où on n'est pas là en train d'attaquer, on se déplace juste et on est prêt à recevoir et se protéger. C'est déjà pas mal. Mais si en plus on fait des erreurs quand on attaque, avec les bras en bas, quand on balance des coups de pied, etc., ben, il y a la notion de savoir aussi se protéger dans l'attaque, ou se protéger juste après l'attaque. Et donc ça, c'est un travail continu de répétition, où les bras ils partent pas dans tous les sens, où on reste bloqué, où on a un corps gainé, musclé, parce qu'on pourra résister au moins aussi aux attaques de l'autre, même si on absorbe les coups, notre corps est fort pour les recevoir. Avoir une bonne garde, voilà, c'est tout ça, en tout cas j'estime, c'est tout cet ensemble de choses-là. Après, est-ce que tu peux montrer une défense défense et contre-attaque simple, hein, sur un low kick? Ouais, alors tu vas me mettre un low kick jambe arrière que je te le mets à ce niveau-là ou à ce niveau-là? Donc tu mets au-dessus du genou, entre le genou et la hanche. Donc là, moi je viens me bloquer, tu reviens, voilà. Et là, tout de suite, je vais mettre un crochet et un low kick. Voilà. Donc l'idée, c'est de rendre plus que ce que j'ai reçu, ou au moins toucher, alors que toi, tu m'as pas touché, en tout cas, je t'ai bloqué. Okay. Pourquoi je fais un crochet bras avant? Parce que déjà, il est proche, et parce que toi, vas-y, remets-moi le coup. Là, tu as le bras qui est descendu. Hein, quand tu as mis le coup de pied, le bras, il descend un petit peu. Hein, donc là, l'idée, c'est de te contrer et de te toucher alors que tu es hors garde, et te rendre le coup un peu par surprise, par réaction. Donc du coup, là, pourquoi je mets pas après le low kick, vas-y, hop, pourquoi je mets pas gauche, droite, par exemple? C'est vrai que si j'absorbe ton énergie, ta force, sur ce coup-là, tu te rendras compte que le plus facile, c'est de mettre un coup un peu large, qui pourrait être brouillon, en réaction. En fait, on est sur des coups circulaires parce que c'est pas évident, là, de te bloquer, boum, et de mettre gauche direct. Hein. Donc voilà pourquoi on met pas un direct, et pourquoi ça vient assez facilement sur le pivot d'avoir crochet low kick. Et ce qui est intéressant, c'est que on travaille en haut du corps et en bas. Donc dans le même enchaînement sur deux coups, on arrive à faire deux niveaux. Encore une fois, le but c'est d'arriver au moins à toucher sur un niveau, parce que on a changé le niveau. D'accord. Après, j'ai une question. Si j'attaque pas jambe arrière, mais que je suis déjà comme ça, jambe avant... Tu es en garde de gauche et en fausse garde. Ouais, et que je viens comme ça, te mettre le low kick, est-ce que tu peux faire le même enchaînement, ou c'est... Tout à fait. Tout à fait, et en plus, je suis proche de toi ici. Ok. Là. Donc, tu peux le faire, vas-y. Hop, je bloque, ici, et je viens chercher en bas. Après, évidemment, je peux faire middle kick ou high kick. Et voilà, hein. Donc ça se cale de la même manière
tu vas pouvoir facilement répondre. Après, sur un gaucher, généralement, il est un peu sur l'extérieur. J'ai une autre question après. Je me permets. Alors, si j'attaque, hop, et que je me pose pas là, mais que j'attaque et je me mets comme ça après. Donc ça, t'es parti gaucher, tu finis droitier? Ouais, c'est ça. C'est rare, j'avoue. Ça change rien. Je rentre, t'as vu, j'ai réussi à rendre droitier. J'ai rendu. Là, tu te mets gaucher au démarrage, tu ramènes ta jambe à l'arrière, tu changes de... À moi de m'adapter, hein. Okay. De toute façon, suivant le coup, la force que t'as mis, peut-être que je vais pas être à distance pour rendre. Généralement, oui, j'y suis, mais ça peut être délicat, parce qu'il y a une force qui est exercée. Donc des fois, tu te gaines, t'es fatigué, et c'est trop tard. Donc pour ça, d'où l'entraînement. On répète, on répète, on répète. J'ai plus de chance, si j'ai répété ça 10 000 fois, de pouvoir te rendre au crochet jambe, même si tu prends de la garde, que si je l'avais pas travaillé, auquel cas, t'es juste en train de bloquer, t'es content d'avoir bloqué, quoi. Voilà. Donc là, je trouve que c'est un bon blocage remise. Alors je pourrais simplement rendre que le coup low kick, évidemment. Bloquer, remiser, ou bloquer, remiser sur la même jambe. Bon, ça c'est toutes les variantes, évidemment. Mais là, l'intérêt, c'est de surprendre et d'avoir 2 niveaux de frappe différents. D'accord. Après, le low kick, tu le mets plutôt là ou là, et est-ce que tu le mets plutôt jambe qui part comme ça, direct, ou même si tu le mets plus haut, droite, ou est-ce que tu le montes comme certains et tu redescends comme ça? Tu le mets comment et où? Alors, moi je vise au-dessus du genou. Pour moi, viser l'articulation, c'est pas... Voilà, j'ai appris le kickboxing, au-dessus de l'articulation, on frappe pas dans l'articulation. Voilà, bon, ça peut blesser l'autre, et déjà l'entraînement, c'est une bonne habitude, je trouve. Après un combat, c'est encore autre chose. Donc voilà, donc je vais viser au-dessus, je prends vraiment le muscle là. Si je suis proche, je mets le tibia. Hein, je trouve qu'il y a un vrai intérêt justement à placer son pied pour aller tout de suite à l'objectif sans que ça soit très circulaire. Voilà. Donc après, le fait de monter et redescendre, ça vient bien casser le mouvement et surprendre. Tu vas peut-être avoir une information comme quoi c'est un middle, en fait c'est un low kick, etc. Donc on peut feinter. En fait, dans les deux solutions, il va y avoir des avantages. Là, je vais tout de suite à l'objectif. Simplement, je marque des touches, je t'use. Hop, si tu réagis pas, en plus, je peux continuer. Si tu réagis, je peux faire des feintes pour faire autre chose que ce que j'aurais pas pu faire avec un grand mouvement. Ok. Parce que je teste moins avec un grand mouvement et je veux que mon grand mouvement il touche et c'est tout. Tu vois, sans m'exposer. Et si jamais je monte pour descendre, là je suis dans une recherche d'efficacité que je vais peut-être ramener en décalant et qui va avoir pour but de détruire et aussi voilà, que les juges, que tout le monde voit que j'ai touché aussi parce que c'est très esthétique, on va dire. Voilà. Ok. Après, du coup, selon la distance, tu tapes soit avec le tibia, soit avec le dessus du pied, ou que avec le tibia? Dans toutes les disciplines que j'ai pratiquées, généralement, peu importe en fait. Donc, des fois, tu fais pas ce que tu veux. Si l'autre il s'en va, l'adversaire, tu prends avec le pied, tu prends avec le pied. Je conseille de s'entraîner à taper avec le tibia. Et si c'est le pied, c'est le pied. Voilà. J'ai pas trop de... Je cherche le coup de pied généralement ou le bas du tibia. Mais effectivement, voilà, en fait, quand on est proche, et ça m'est souvent arrivé dans ma boxe, parce que je suis souvent plus petit que mes adversaires, je vais essayer de mettre des low kicks dans des situations où on est très proche, et finalement, c'est le haut du tibia qui prend, mais c'est pas ma volonté. Ma volonté, c'est de mettre le coup, et donc d'engager surtout la hanche, le bassin et le genou, pour qu'il y ait une partie du tibia qui frappe. Voilà. Et ne pas louper la cible. Voilà. Après, c'est vrai que en BF, c'est en chaussures, c'est autre chose, mais ceux de la BF qui viennent en kick, ils vont chercher à frapper avec les pieds souvent. Le problème, c'est que les pieds c'est un peu plus fragile quand même. Et donc, c'est tout ça qui rentre en compte, mais c'est vrai que ça dépend aussi des réactions de l'adversaire. Voilà, je suis vraiment dans l'adaptation, et voilà, dans un travail au sac de frappe ou un travail d'entraînement, je suis pas, voilà, je vise coup de pied, bas du tibia, quoi, généralement. D'accord. Voilà. Ensuite, Edouard, est-ce que tu peux nous montrer une technique un peu spectaculaire?
Donc c'est le Superman Punch, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, le but du Superman Punch, en tout cas pour moi, c'est de casser la distance et évidemment de mettre un coup dur qui surprend, en fait. Donc, en fait, tu vas te positionner, généralement, tu as une distance qui est trop éloignée pour pouvoir mettre une droite. Tu veux casser la distance et engager pour la réduire rapidement et surprendre. En plus, tu vas faire un petit mouvement de genou, de jambe qui pourrait laisser croire que tu es en train de mettre un coup de pied. Donc là, l'idée, c'est d'armer, ici. Tu armes avec la jambe, tu vas jumper sur la jambe d'appui, hop, tu vas te grandir, et après, tu vas retirer la jambe, comme si tu mettais un coup derrière toi, tout en tendant le poing. Ici, tendant le bras. Voilà. Donc là, bon, position de garde habituelle, de rendre le menton. Donc on envoie là, voilà, et on retire le bassin, le fessier, et on envoie comme si on frappait sur l'arrière. Ce qui va nous permettre de développer de la force. Voilà, de l'amplitude aussi. Donc là, je suis là, on est d'accord, je peux pas te toucher, t'es trop éloigné. Et là, je viens frapper facilement, petit jump, et je peux aussi accentuer ce mouvement de jambe pour te faire croire. T'as vu? Je suis resté un peu plus long sur le mouvement de la jambe pour te faire croire que j'allais te mettre un low kick. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je t'en ai mis 5 ou 6 juste avant, Ouais, je vais avoir un peu mal. t'as mal et tu te dis, il fait que ça, et en fait, il n'y a rien d'autre. Que là, boum. Hein, donc, évidemment, l'idée, c'est de toucher au niveau du visage sur ce genre de technique. Tu vas pas prendre le plexus, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, généralement, voilà. Alors tu peux le faire aussi arrêter, hein, feinte, frappe, et même en déclinaison middle frappe. Voilà, il y a plein de champions qui le faisaient celui-là, et c'est intéressant. Parce qu'au niveau du geste, au niveau moteur, c'est un petit peu pareil, sauf que là il y a le jump, et vraiment je l'utilise pour casser la distance et venir frapper. Voilà, si jamais tu le prends dans la garde, derrière j'ai cassé la distance, je peux faire un enchaînement et sortir. D'accord. Voilà. Donc, quand c'est fait rapidement, avec une impulsion dynamique, c'est intéressant à faire. Et je le faisais beaucoup, justement, au début de ma carrière. J'aimais bien le faire. Ça, je le fais un peu moins. Et en tout cas, si je peux le conseiller à tous les débutants, amateurs, pour justement surprendre, réduire la distance, je trouve que c'est intéressant. Si jamais on le fait à haut niveau, il faut avoir un plan derrière. Voilà. C'est ça que je peux partager. D'accord, ça marche, merci. Après, pour tout ce qui est prépa physique, comment tu peux faire si t'as pas d'élastique, pas de matériel, que t'es pas dans une salle de sport? Alors, si tu as un sac de frappe, mais même si tu n'en as pas, c'est mieux si tu en as, mais voilà. C'est que par exemple, tu vas te faire des pompes claquées sur les gants, par exemple. Donc, tu fais tes pompes, tu claques, et tout de suite, tu fais un transfert sur le mouvement que tu veux travailler. Donc, si tu es face à un sac de frappe, eh ben, tu vas frapper, tu vas shooter au sac. Donc, tu fais tes pompes. Juste après, tu essaies d'avoir un minimum de fatigue physique, donc une pré-fatigue. Et après, tu viens shooter sur les directs ou les crochets, etc. Et si t'as pas de matos, ben, tu le fais dans le vide en essayant d'avoir une intention d'activité importante, hauteur, etc. Pour rajouter un travail conséquent. Ce qui va te différencier tout simplement de mettre des coudes dans le vide ou de faire des pompes seules. Voilà, tu fais les deux, tu fais ce transfert-là. Et tu essaies d'avoir des protocoles de travail où tu fais une série où tu te fatigues bien en pompe et derrière, tu te fatigues en balançant tes coups voilà, dans le vide du coup, parce que tu n'as pas de matos. Mais ça peut se faire avec, ne serait-ce qu'avec un poids de 500 grammes dans la main. On trouve toujours quelque chose pour ajouter un peu de poids, de sollicitation en fait. Voilà, évidemment, si tu as des élastiques, là, c'est top. D'accord. Voilà. Merci. Après, le shadow boxing, est-ce que tu penses que c'est nécessaire et indispensable ou on peut s'en passer? C'est pas mon truc favori, mais j'en fais. J'en fais.
comment dire, disons que s'il n'y a pas de shadowboxing, il faut qu'il y ait autre chose. Quand je dis il faut qu'il y ait autre chose, c'est-à-dire que tu es toujours un adversaire, un partenaire, pardon, avec qui pratiquer. Euh, il faut que tu aies, pourquoi pas au sac de frappe, par exemple. Mais si tu as toujours un sac de frappe, tu n'auras pas toujours un sac de frappe avec toi, ou un support de frappe, ou des PAO. Voilà. Donc, en fait, c'est un travail de visualisation, de placement, de coordination du bas du corps et du haut du corps. Et ça, si tu fais juste de la corde à sauter ou du footing ou que sais-je, en fait, tu le travailles pas. Donc, étirer ses bras, se positionner, se déplacer pour frapper, déplacer, frapper, imaginer qu'on t'attaque, retravailler. Tu entraînes quand même des schémas musculaires, neuronaux, etc. dans le vide. Et donc c'est un entraînement. Cet entraînement, s'il n'est pas effectué autrement, même s'il l'est, il y a un manque, quoi. Même s'il est un petit peu, il peut y avoir un manque, quoi. C'est vraiment un moyen facile, en fait, de faire avec rien et de quand même travailler quelques qualités musculaires et mentales vis-à-vis quand même de nos activités de sport de contact, quoi. Voilà. D'accord. Après, Edouard, j'aimerais revenir sur une chose, s'il te plaît. Ouais, C'est sur tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes, les coachings, ouais. les accompagnements que tu peux faire aux dirigeants ou aux futurs dirigeants d'entreprise. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça, s'il te plaît? Ouais, ben en fait, il y a toute la partie présentielle, bien sûr, je donne des cours de sport où je peux faire des interventions au niveau mental, etc. Et en visio, donc en séance en fait. Mais surtout ce que je propose et qui me permet d'aider au mieux les gens et d'atteindre des objectifs, c'est de les suivre et de les accompagner sur une durée. Donc tu vois, sur un mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à un an, j'ai plusieurs personnes que je suis sur un an sur les différents axes, modules que je propose, c'est-à-dire tu vas avoir la partie sport, le corps, hygiène de vie et nutrition, préparation mentale, mindset, le pôle, on va dire, dev perso, et là c'est large, croyances limitantes, valeurs, peurs, etc. Les blessures de l'âme. Et après, on a le dernier pôle, on va dire, qui consiste à gérer ses émotions, ses niveaux d'énergie, apprendre à se maîtriser. Donc évidemment, ça peut passer par les cours et le fait de se défouler en boxe. Mais il y a toute la discussion autour de ça, du pourquoi, du qui je suis, la carte identitaire un peu de la personne. Et donc voilà, sur ces 5 axes, en fait, ces 5 types d'accompagnement, ben, suivant les besoins, soit je propose la palette entière, soit juste un ou deux modules. Mais généralement, c'est vrai que je travaille de plus en plus avec les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, parce que ben voilà, ils ont des objectifs élevés, ils atteignent des seuils, et pour les accompagner, faire du mentoring quelque part, ils ont besoin d'autres ressources externes, comme moi par exemple, pour les aider à aller au-delà et à être voilà, bien. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui, depuis le début, moi, dans ma démarche, en tout cas, me permet de me réaliser en tant que coach, mais également de proposer vraiment tous les savoir-faire que j'ai acquis et que je continue à acquérir au travers de mes formations, au travers des coachings que j'ai et que je propose. Après, est-ce que tu accompagnes uniquement, on va parler dans les sports de combat, Ouais. est-ce que tu accompagnes uniquement des pratiquants et des combattants confirmés ou s'il y a quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, tu peux aussi l'encadrer et t'occuper de lui? Bah, les deux, effectivement, je peux proposer, si tu veux, à une personne qui a jamais fait de boxe, par exemple, à rendre un peu ce rêve accessible et à développer des qualités pour qu'elle puisse ben, aller en compétition. Alors des fois, il y a des compétitions light, si c'est l'objectif, hein, euh, à la touche, tu sais, ou alors en combat. Et si c'est juste aller dans un club et se mettre à la boxe et se défouler, ben, c'est vraiment, moi j'ai à cœur de proposer et de développer, de populariser nos disciplines. Donc c'est au travers de tous mes conseils de pouvoir aller d'un point A à un point B
pour, si on y croit, et ça m'est arrivé plein de fois évidemment, hein, d'avoir des élèves qui me disent, voilà, j'ai 28 ans, c'est tard, mais est-ce que tu crois que je peux, tout ça? Ben ouais, vas-y, on y va. Et au bout de 2-3 ans, ben arriver à, comme je l'ai fait moi d'ailleurs, hein, en pratique, j'ai fait, je crois, 1 an et demi de boxe avant de faire de la compétition. Si on est motivé, et surtout dans ces sports-là, on peut aller faire du combat, voilà, et puis rêver, et pourquoi pas du haut niveau. Et généralement, on va s'attacher à quelles sont les qualités et qu'est-ce qui peut faire qu'on peut y arriver. Chacun a des ressources et a déjà pratiqué des sports, a déjà un mental forgé de son expérience, et c'est intéressant d'aller chercher pour pouvoir le mettre en pratique et pouvoir essayer de trouver des solutions pour pouvoir monter un niveau rapidement. Parce qu'en plus, il y a le contexte. Tu sais, les fédérations, les championnats, l'organisation de combats, c'est pas, t'arrives et tu fais des combats directement. Il n'y en a pas tous les jours, il n'y a pas tout le monde qui veut boxer, il y a les catégories de poids, etc. Donc c'est vrai que j'ai une analyse et un parcours qui me permet de conseiller aussi comment faire en sorte d'avoir des étapes qui respectent, si tu veux, une démarche. Et voilà. Donc c'est vrai que non, non, j'ai beaucoup de plaisir à accompagner les gens qui veulent ben, s'y mettre, même au dernier moment, essayer de rendre ce rêve, parce que souvent c'est ça, accessible, quoi. D'accord. Après, tu fais aussi des camps d'entraînement. Donc, le prochain aura lieu où et sera quand? Ben là, fin avril, donc du 27 avril au 1er mai, donc on est sur 4 nuits, 5 jours, donc c'est pas trop long, et en même temps ça te permet quand même de poser les valises, comme je dis, et de connaître ben, le groupe, de sympathiser, de faire plusieurs, on va dire, activités qui nous permettent de travailler sur la préparation physique, sur le côté mental, sur la nutrition, ça nous permet de faire des conférences. Donc c'est vrai, c'est quand là je l'organise d'une pleine intention, je propose une date, je book l'événement auprès du camp, je réserve les nuits, etc. Mais on peut très bien me faire des commandes. J'ai des commandes régulières où on me dit, voilà, si c'est des entreprises, ben voilà, j'ai une équipe de 10 personnes et je souhaiterais ben, améliorer la cohésion, que mon équipe puisse être soudée ou mieux manger, apprendre à être mieux dans son corps, etc. Bon, mais voilà, on monte le camp et j'ai envie de dire n'importe quand, hein. Voilà, donc j'aurais pas ces sollicitations-là. Ou alors même des familles. Par exemple, là, j'ai bientôt une personne, son frère et son père, qui souhaitent faire un camp. Donc, ben voilà, ils sont trois, je leur organise 3 jours. 3 jours, donc vraiment adaptés pour eux, avec des activités qui permettent ben, d'avoir une expérience, en fait. C'est ça. J'aime beaucoup ce côté immersif et expérience où il y a un avant et un après. Voilà. Donc, comment j'organise toute cette partie camp d'entraînement. Et effectivement, je fais aussi ben, des stages dans les clubs. Et que ce soit sur une demi-journée, une journée, voilà. D'accord. Donc, au niveau des camps d'entraînement, c'est pas que axé sport de combat. Ça peut être, par exemple, une entreprise qui te contacte. C'est pas spécialement pour faire du pied-point ou pour Non. travailler le mental dans un but et dans un objectif de faire des sports de combat. Ouais, C'est ouais, ouais. pour d'autres choses. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai une formation de coach sportif à la base, préparateur physique. Donc, ça peut être multisport, multi-activité, fitness. Je suis passionné de musculation, hein, donc, en fait, circuit training, tout ça, c'est des choses qui peuvent être en dehors du sport de combat, à mener pour tout simplement créer de la cohésion, être bien dans son corps, des conseils en nutrition. Je fais beaucoup d'événements, conseils en nutrition, hygiène de vie, euh, sport de base, en fait, mouvement, en fait, la remise en forme, le côté gym. Tu vois, la gym, elle a été créée pour être mieux dans son corps, mieux dans son esprit. Et donc, en fait, le côté boxe, c'est un bonus. C'est vrai qu'on m'associe beaucoup à ce type d'activité, forcément, parce que j'ai une carrière, un parcours sportif. Mais c'est vrai que moi, en fait, ce que je mets en avant, c'est le sport, l'activité physique, l'activité
de mental, d'être mieux dans son corps, d'avoir conscience qu'on est dans un corps et qu'il faut l'entretenir. Et effectivement, en fait, je suis un intervenant du monde du sport. Voilà, donc je réponds à pas mal de problématiques ou d'objectifs pour les entreprises, pour les particuliers, qui sont pas forcément obligatoirement liés au sport de combat et la dynamique d'être meilleur au niveau du combat, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Ben, merci Anthony, Je super, t'en prie, merci à merci. toi et puis longue vie à la chaîne et à Merci tous les beaucoup. projets. Justement, peut-être tu peux me parler des futurs projets actuels, futurs, de la dynamique que tu vas pouvoir lancer. Je me fais piéger. T'as vu, j'ai réussi, tu vois. Tout le monde est gêné, ça y est. Alors, les projets actuels et les projets futurs, c'est ça? Ouais, je suis intéressé par ce que tu vas pouvoir nous proposer au travers de la chaîne, ouais. Ok. Bon, alors, les projets actuels et futurs, on va dire dans un court terme. On va pas parler sur du moyen ou du long terme. Moi, mon but, c'est clair et c'est simple, c'est de gagner en visibilité. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et si j'y arrive, je ne sais pas dans quelle proportion est-ce que je vais y arriver. Mais dans tous les cas, je veux gagner en visibilité parce qu'aujourd'hui, faire des choses, proposer des choses, c'est bien. Mais le but, c'est quand même d'être vu. Tu vois, si je voulais faire des choses et qu'elles soient pas vues, ben, je les publierais pas déjà. Bien sûr. Donc, mon premier objectif, c'est de gagner en visibilité. Et mon deuxième objectif, à court terme, c'est de ne pas m'arrêter. C'est de continuer, de ne rien lâcher, de ne pas lâcher. Et de continuer à avoir une diversité de contenu, une diversité de personnes, tu vois. Oui, effectivement, par moment, je peux avoir dans certaines vidéos des gens connus, mais je fais aussi appel à des gens qui ne sont pas du tout connus ou qui sont très peu connus. Mais peu importe, à partir du moment où la personne me plaît dans ce qu'elle propose, dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle est, et à partir du moment où il y a une cohérence dans ce qu'elle fait, alors moi, ça me va. Et que tu puisses amener de la valeur tout simplement au Voilà. public. Voilà, tu vois, par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, ça, si tu veux, on n'en parlera pas parce que c'est peut-être pas lié au contenu de ta chaîne. Ou ça intéressera peut-être pas les gens. Mais en fait, je ne cherche pas forcément à ajouter du contenu qui va intéresser tout le monde. Je cherche à ajouter du contenu qui va aider les gens. Pas que aider. Tout à fait. Mais si je te parle de, je sais pas, de santé, il y a beaucoup de gens, de plus en plus, qui s'intéressent à la santé, mais pas assez. Il y en a beaucoup qui n'en ont strictement rien à faire. Ils vont pas vérifier la qualité des aliments qu'ils consomment. Ils vont pas, s'ils prennent des compléments alimentaires, ils ne vont pas vérifier ou contrôler la qualité de ce qu'ils consomment, ni les additifs potentiels qui pourraient être nocifs pour leur santé. Et si on doit parler de ça, même si ça plaira pas au plus grand nombre et même si ça n'intéressera pas le plus grand nombre, eh bien, j'en parlerai quand même. Parce que tu vois, il n'y a pas que, enfin, c'est pas qu'une question de visibilité ou de vouloir être vu, tout ça. C'est une question aussi d'être droit dans ses bottes, en accord avec ses valeurs et ses principes, et de proposer d'autres choses. On n'est pas là que pour faire le buzz ou pour proposer des choses pour divertir les gens. Voilà. Donc mes objectifs, ouais, c'est de continuer. Super. Gagner en visibilité et continuer. Super.